Je fais partie d'un groupe de recherche à Bruxelles qui s'appelle le GRESEA, groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. La solidarité internationale fait partie de nos valeurs, donc il est rien que normal que je sois là pour partager mes expériences, mes points de vue par rapport à ce problème, ce dossier avec vous. Notre métier, une partie de notre métier, c'est de ce que j'appelle regarder en dessous du capot, c'est-à-dire analyser les filières, les chaînes de valeur des matières premières. Ça fait quelques 10 ans que je travaille sur les matières premières, surtout du secteur minier. Mais lors du voyage que nous avons fait, avec ma femme, notre fils, en 2013-2014 dans le cône sud du continent, nous avons regardé à plusieurs secteurs de la grande industrie extractive et donc aussi au secteur forestier au Chili. Toujours pour voir qui sont les grands acteurs, qui sont ceux qui dominent, les entreprises multinationales qui sont dominantes dans les différents secteurs. Quelques publications. Tout d'abord, en 2013, j'ai fait chasseur de matières premières, surtout des récits africains, mais avec un récit sur la Bolivie et le lithium, matière première maintenant pour les batteries. Ce livre a été traduit en espagnol, Cazadores de Materia Prima. Et puis en 2015, j'ai fait ce numéro de notre revue trimestrielle du GRESEA, dédié au Chili, aux matières premières, les exploitations des matières premières au Chili. Et c'est de cette publication que je vais vous donner un résumé, disons, qui est en lien direct avec les Mapuches et les enjeux par rapport aux industries forestières au Chili. Et puis en 2016, j'ai sorti l'autre livre que vous voyez là, mais qui n'a pas été traduit, donc il n'existe qu'en néerlandais. J'ai des exemplaires de cette publication, une dizaine d'exemplaires qui sont là, et pour ceux qui voudraient avoir un exemplaire, mais venez me voir. Mais la revue est téléchargeable sur notre site, donc ça c'est gresea.be. Ça c'est un peu le schéma. Peut-être que je vais sauter le troisième point parce que je vais essayer de ne pas être trop long. Il y aura l'échange après, l'échange avec vous et les autres interventions. Donc peut-être que je saute directement vers le quatrième point. Mais bon, allons-y. Au Chili, nous sommes venus de l'Argentine, directement dans la 9e région, Araucanía, qui s'appelle plus comme ça depuis le début de cette année. Elle s'appelle Araucanía tout simplement, mais avant et depuis la dictature a introduit une organisation institutionnelle ou administrative avec des régions. Et donc les régions étaient numérotées. Araucanía a été la 9e région et Biobío la 8e. Et donc c'est dans ces deux régions essentiellement qu'on trouve les grandes exploitations forestières et les plantations de pins et d'eucalyptus. Temuco, c'était la première ville que nous avons trouvée au Chili. C'est la capitale de la 9e région. Vous voyez l'emblème, vous voyez en bas les volcans, l'agriculture, ensuite les méga-projets, comme on dit, surtout dans l'énergie. Et vous voyez également au milieu l'araucaria, donc ça c'est cette espèce d'arbre très typique qu'on voit lorsqu'on passe via la Cordillera en venant de l'Argentine, par exemple. Et vous voyez également un indigène.
Alors, une question importante, ça c'est une couverture d'une publication de Arauco. Arauco est une entreprise chilienne, la plus grande dans l'exploitation des plantations de bois. Durabilité, on dit en français, alors je me pose la question, mais où sont les êtres humains? Parce que ça c'est une entreprise concurrente, la deuxième productrice de cellulose, parce que c'est de ça qu'on parle au Chili, CMPC. Autre rapport annuel, il parle beaucoup de la Sustainable Development, développement durable, mais vous ne voyez que des images d'animaux et de végétation, espèces végétales. Où sont les Mapuches? Petite histoire. Ça, c'est un extrait d'une carte historique. Elle date de 1870. Et là, on est en pleine colonisation. L'État central descend vers le sud et va occuper des régions qui, jusqu'à ce moment, ne sont pas mis en culture. Bon, moi, je mets toujours mis en culture entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on voit les conséquences, c'est tout le contraire de mettre en culture, je pense. 1860, Ciclo de la violencia et pacification. Ce sont les intitulés de ces opérations qui ont lieu dans la deuxième moitié du 19e. Vers 1900, l'État chilien commence à octroyer des titres de propriété, formaliser, disons, les propriétés. Et c'est à ce moment-là que les Mapuches sont exclus du processus, parce que ce sont des propriétaires formels qui reçoivent les titres de propriété. Ça a comme conséquence que les communautés Mapuches sont dépossédées et sont obligées de se regrouper. Et puis, saut dans l'histoire jusqu'aux années 1960-70, réforme agraire, redistribution de terres, restitution de terres qui avant avaient été enlevées des communautés mapuches. Et donc là, on est dans une ère qui ne dure pas trop longtemps, qui est progressiste, réforme agraire, qui sera renversée par la dictature lorsqu'on assiste à une contre-réforme. Et la contre-réforme est néolibérale. Elle va privatiser les entreprises de l'État, plus de 500. Elle va inviter des capitaux étrangers, surtout dans le secteur minier, et elle va laisser la sylviculture, les exploitations des forêts, à des capitaux surtout chiliens. Et ce qui est frappant de constater, c'est qu'après la dictature, donc au début des années 90, il n'y a pas de rupture. On ne retourne pas à la réforme agraire. Donc la politique de l'État chilien continue dans la même direction. Elle va donc favoriser les capitaux chiliens dans les plantations. Ça, c'est un schéma qui montre les propriétés. C'est fait en 2013, donc les chiffres ont depuis lors légèrement changé, mais les proportions sont toujours les mêmes. Vous voyez que dans les plantations forestières, 80% des plantations sont dans les mains des très grandes entreprises. Là où les petits propriétaires ont 4% des surfaces dans les plantations forestales.
un schéma pour les 3 plus grandes entreprises dans ce secteur, le secteur de la sylviculture. Vous voyez tout en haut les 3 entreprises les plus importantes, Arauco, CMPC et Massisa. Massisa est un peu cas particulier parce qu'il fabrique des placards, mais tous les 3 ont des grandes propriétés de plantation. Arauco est la plus importante. Là également, les chiffres ne sont pas à jour, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais les proportions sont toujours les mêmes. Et ça, c'est l'actualité de ce jour dans ces 2 régions, dans le centre du Chili. Donc on voit tout le temps des camions qui vont évacuer le bois d'eucalyptus dans ce cas vers les usines, vers les usines qui vont transformer le bois de pin ou d'eucalyptus en cellulose. Les usines se trouvent dans les centres urbains et fonctionnent uniquement en fonction, enfin sont orientées vers les exportations. Donc c'est une industrie extractiviste dans le sens où elle a comme seul but d'exporter. La matière première est traitée une première fois, ce qui est déjà assez exceptionnel dans le pays, mais le produit final, intermédiaire, final, va être exporté vers les marchés européens, entre autres, et même surtout européens. Alors, quelles sont les conséquences de ce type d'extractivisme? Tout d'abord, ça ne représente vraiment pas grand-chose pour l'emploi dans ces 2 régions. Pour BioBio, par exemple, plus de 800 000 employés formels. Vous voyez que 23 000 sont employés dans le secteur forestier, donc ça c'est vraiment pas énorme. Ça vaut également pour Araucanía. Donc ce secteur ne crée pas d'emploi pour les populations locales. Par contre, on sait que ces 2 régions-là sont parmi les plus pauvres, non, sont carrément les régions les plus pauvres du Chili, avec un taux de pauvreté, mais dans la population indigène, de plus de 30%, là où la pauvreté dans la population non indigène est de 1 personne sur 5, 20%. Donc ça veut dire que les 2 régions les plus pauvres, mais également les communautés indigènes sont les plus touchées par la misère et par la pauvreté. Les Mapuches, d'après les derniers chiffres que j'ai trouvés, sur 15 millions plus ou moins de Chiliens, représentent 10% de la population. Non, je me trompe, les communautés indigènes, 1,5 million sur 15 millions, mais des communautés indigènes, les Mapuches sont vraiment les plus importants, 90%. Alors, vous avez vu la conséquence pour les populations locales, pauvreté, pas d'emploi, mais pour les entreprises, c'est toute autre chose. Autre image produite par Arauco, donc le plus grand producteur, ils font une expansion très impressionnante depuis 15 ans. Ils se tournent vers les pays voisins. Et ça, je dois un peu vous déchiffrer. Mais en 2003, parce que là, on parle surtout des usines de transformation en cellulose. En 2003, Arauco en avait 4. 3 au Chili et une usine en Argentine. Alors, une usine en
en Uruguay a été vendu par le propriétaire qui était espagnol à Arauco, et donc Arauco est devenu exploitant en Uruguay également, et possède maintenant 5 usines de transformation en cellulose au Chili et 2 dans les pays voisins, en Uruguay et en Argentine. Donc expansion, et je pense que la carte dit beaucoup, puisque vous voyez également les destinations en Europe, en Amérique du Nord. Donc c'est devenu une vraie entreprise multinationale. La même chose pour CMPC, ça c'est une carte produite par CMPC, elle date de cette année. Donc cette entreprise également, elle est présente dans toute Amérique latine pour exploiter ses propres plantations dans les différents pays. Dernière conséquence, dernier résultat de ce développement, entre guillemets, c'est que quelques familles s'enrichissent dramatiquement. La famille des Angelini, par exemple, qui sont les propriétaires d'Arauco. Il y a toute une couche de milliardaires au Chili, et eux sont parmi les plus pauvres des milliardaires chiliens. C'est un peu paradoxal, mais vous voyez comment leurs fortunes ont progressé depuis 2013, parce que les chiffres entre parenthèses datent de 2013. Ça vaut également pour la famille Mate, qui sont les propriétaires de CMPC, et sont très liés avec la classe dirigeante, évidemment, chilienne. Font du lobbying. Les Mate, par exemple, sont dans un groupe de lobbying qui s'est opposé à des lois de taxation, des lois fiscales, par exemple. Autre milliardaire, ça je tiens à le souligner, l'actuel président, réélu, Piñera, est un peu plus pauvre que les Angelini, mais est également milliardaire. Self-made man, dit-on. Je dois aller vite, j'ai encore 6 minutes. Argentine. Les Mapuches sont des deux côtés de la Cordillera. Ils sont également dans les plaines à l'ouest de l'Argentine. Et ils sont à côté de Neuquén, par exemple, où il y a toujours eu des exploitations d'hydrocarbures, de pétrole. Des études ont été faites à Neuquén par des médecins sur les effets pour la santé de ce type d'exploitation. Alors, le pétrole maintenant est remplacé dans cette région par l'exploitation du gaz non conventionnel avec la méthode de la fracturation hydraulique, le fracking, dit-on en anglais. Et vous voyez, ça c'est une ferme d'une famille Mapuche. Vous voyez dans le fond le plateau. Et c'est sur ce plateau qu'on trouve maintenant ce type de tours. Donc ce sont des tours pour foncer vers le sous-sol, pour extraire les gaz qui sont à 800 mètres, à 1000 mètres, avec des méthodes pour lesquelles on utilise toute une série de produits chimiques, entre autres, et des grandes quantités d'eau, énormes quantités d'eau. Pour transporter ces eaux, des camions citernes parcourent tout le temps la région. Vous voyez la verdure. Avant, les Mapuches faisaient promener leurs troupeaux sur la plaine. Ils sont plus autorisés de le faire parce que ces exploitations qui se déplacent d'ailleurs tout le temps sont bien sécurisées. Et toute la région est sous la poussière. Donc les animaux sont tués lorsqu'ils vont manger la verdure. YPF, c'est une entreprise étatique argentine qui fait justement l'exploitation du pétrole et des gaz non conventionnels maintenant. Elle s'est associée à Chevron,
multinationale américaine. Et vous voyez d'en haut comment se fait l'exploitation des gaz non conventionnels. Alors, les Mapuches sont là, minorisés. Certains me disaient que nous, on a oublié nos histoires, nos légendes, notre langue. On est en train de redécouvrir une bonne partie de nos cultures. Et en même temps, ils s'organisent parce qu'ils sont minorisés, ils sont dépossédés. Et à l'entrée de cette zone d'exploitation qu'on appelle maintenant Vaca Muerta, qui est une des zones les plus grandes au monde de ce type d'exploitation par le fracking. À l'entrée de la zone, ils avaient construit ces petits maisonnettes qui ont été pour faire acte de présence, pour dire nous on est là, on surveille ce qui se passe ici. Les maisonnettes ont été détruites par des représentants des entreprises qui sont actives sur la plaine. Ça, c'est une dame avec qui nous avons parcouru la zone en jeep. On était derrière. Et donc, elle se protège pour la poussière. Je vais à la fin. Combien de temps il me reste? 2 minutes. 2 minutes, c'est bien. Une image de Lieu Lieu, un grand lac, magnifique zone qui montre bien l'atmosphère dans cette partie du Chili, je pense. Ça, c'est une image faite à Tirua, je dois dire, je dis toujours Tirua, mais il faut dire Tirua. Un slogan contre les entreprises forestières qui dit qu'elles doivent partir. Une photo de Rio de Janeiro, prise d'en haut, d'un favela, bidonville. Alors je montre ça parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de parallèles. Il y a même des parallèles entre les situations au Chili et celles au Brésil, avec des situations que nous vivons ici en Europe. Même dans le centre-ville de Bruxelles, je vois des parallèles avec ceci. De quoi ça parle? Ça parle de colonisation d'un côté et pacification de l'autre côté. C'est-à-dire que souvenez-vous de la toute première carte que je vous ai montrée et la colonisation qui est venue du nord, qui est allée vers le sud. La colonisation a toujours été accompagnée par des campagnes militaires, qu'on a toujours appelées campagnes de pacification. À Rio de Janeiro, dans les grandes villes au Brésil, le mot pacification est utilisé jusqu'à ce jour pour justifier les très grandes campagnes par les militaires et par les troupes d'élite de la police lorsque ils vont entrer dans les bidonvilles pour les récupérer et pour les coloniser. Et puis vous allez rencontrer ce type de troupes. Je pense que la blindée que vous voyez ici, brésilienne, mais elle est très typique. On peut la rencontrer dans les régions d'Araucania et de Biobío également. Alors, en quoi consiste le parallèle? D'un côté, on va repousser, souvenez-vous de mon titre, du titre de mon intervention tout au début, forêt et frontières. On va faire pousser la frontière. En Argentine, c'est vraiment très visible. D'un côté, il y a les très grandes exploitations agricoles, avec les monocultures de soja, par exemple. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Enfin, c'est-à-dire, il y a l'herbe, la sauvagerie. Et selon l'expression dominante, on va cultiver, on va mettre en culture. C'est-à-dire, on fait disparaître tout ce qui est sauvage
pour rendre productifs les zones de l'autre côté. C'est ce qui a été fait à l'occasion des grands événements sportifs au Brésil, la Coupe mondiale de football 2014, les Jeux olympiques 2016. Les gens qui habitent dans les bidonvilles disent qu'ils représentent eux aussi un pouvoir d'achat. Et donc, pour cette raison, les bidonvilles ont été envahis par les troupes, par la police et par l'armée. À ce moment-là, on a utilisé l'argument qu'il fallait absolument chasser les narcotrafiquants, mais selon eux, c'est une colonisation parce que le marché est conscient du fait que dans les bidonvilles, il y a un pouvoir d'achat. Et donc, on va coloniser en utilisant la force de l'armée et de la police. Vous voyez ici une citation qui fait référence au général américain Petraeus, qui était à la tête de la campagne militaire en 2003, l'invasion de l'Irak. Lui, il a fait un manuel, un livre sur la contre-insurrection, une méthodologie contre les insurrections, et c'est là où se trouvent les parallèles. Je viens de dire que moi je vois ça à Bruxelles, mais il y a un cas assez frappant en Allemagne où une très grande entreprise qui s'appelle RWE, qui est productrice d'énergie, exploite des puits à ciel ouvert, des mines à ciel ouvert de charbon, et où depuis quelques années, dans cette période de l'année en automne, il y a des grandes mobilisations contre ces exploitations de charbon. Alors RWE s'est inspiré de ce manuel du général Petraeus pour organiser sa contre-insurrection, avec évidemment l'appui de l'État, de la police et de l'armée, pour chasser à chaque fois les opposants à ces exploitations de charbon. Et j'ai trouvé le parallèle dans une étude faite par deux académiques allemands qui démontre que, effectivement, une entreprise multinationale allemande s'inspire directement des méthodes de pacification développées par l'armée américaine